Tu as vu pas le grave. résultat de l'élection? C'est n'importe quoi, ça ne tenait pas debout. Et pendant des semaines, tu nous as bassinés, toi le premier, avec ces conneries. Je continue toujours Mais de le penser. Tu sais compter? Je continue toujours de le penser. Mais vous, qu'est-ce que t'as? Vous vous attendiez à quoi? Mais toi, tu t'attendais à quoi? Mais je m'attendais à une élection. Mais ça va pas. Vous pensez qu'on va... Avec un traître. Qui est traître? Bon, Mélo. Comment voulais-tu que Gbagbo appelle à voter pour lui avec une traîtresse? C'est ce que vous avez réussi. C'est ce que vous avez réussi. Vous avez mené campagne, c'est ce que vous avez réussi. Mais non. C'est ce que vous avez réussi à présenter des gens qui avaient des idées, qui avaient des idéaux, des gens qui ont des convictions, à les présenter comme des traîtres. Mais ce sont des traîtres. Des traîtres à quoi? À leur combat, à leurs idées ou à un homme? Un traître à Gbagbo. C'est ça. Un traître à Gbagbo. Donc Gbagbo, c'est... Ben oui, Gbagbo, c'est le dieu. Oui, absolument. Je suis désolé. Quand on a un mec comme Gbagbo avec soi, le match est plié, c'est Messi. J'ai tout compris. Non, moi c'est Messi et Ronaldo réunis. Il y a Messi et il y a l'étoile. Bah oui, que tu veux, c'est comme ça. L'étoile filante. Attends, je vais te remettre le chrono parce que... C'est Jelima qui fait le CLT de l'émission du président là. Ah, le Messi dit voilà la traite là. Bref, je sais pas. Mais tu vas voir. Mais t'as rien compris. Bon. Bonsoir à tous, bonsoir la bande. Bonsoir Carlil. Bonsoir Carlil. En duplex, bonsoir les amis. Salut Carlil. Salut Jean-Yves. Et les autres. Et salut Ahmed Kakou qui est absent aujourd'hui. Nous lui transmettons toutes nos amitiés. On parlera aujourd'hui de la réélection du président Ouattara, vu de l'étranger, et puis dans la deuxième partie, de la stratégie du Front commun pour contester ce quatrième mandat. D'abord, au niveau de la réélection du président Ouattara, j'ai voulu qu'on aborde ce sujet parce que j'ai regardé pas mal de papiers, la presse internationale, j'ai été quand même assez surpris. Je vous dirai pourquoi. Mais d'abord, j'ai fait aussi des recherches ce matin sur les réactions des dirigeants étrangers relativement à la réélection du chef de l'État. Alors, j'ai pu recenser 3 messages, 2 officiels, l'émir du Qatar, le roi Mohamed VI, et j'ai retrouvé dans les archives du samedi, le jour de l'élection, un message du président bissau-guinéen qui se félicitait des conditions d'organisation de l'élection. Bon, pas de réaction de Paris, ni d'aucune chancellerie occidentale. Jean-Paul Leroux. Pour l'instant, je pense que Paris, les chancelleries occidentales attendent certainement que le Conseil constitutionnel produise son arrêt sur l'élection présidentielle ivoirienne en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle ivoirienne, et puis certainement à partir de ça, les chancelleries de façon officielle vont donner leur avis. Mais Carlil, j'aimerais tout simplement dire que en fait, on se trompe un peu de temps. On se trompe beaucoup de temps. D'époque? D'époque, merci. On se trompe d'époque. L'époque où les chefs d'État africains attendaient que quand l'élection se déroule, que Paris, l'Élysée ou Washington les adoube à partir d'une lettre de félicitations. Cette époque est passée. En tout cas, concernant la Côte d'Ivoire, remarquez que les 3 dernières, je pourrais dire, adresses du président Alassane Ouattara à la Côte d'Ivoire, le 31 décembre 2024, le 29 juillet dernier, lorsqu'il annonçait sa candidature, et le 6 août, il y a une notion, ce qu'on ne lui connaissait pas, qui est revenue de façon récurrente. La souveraineté de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est devenu aujourd'hui souverainiste. Je n'ai pas envie de dire les commentaires et les avis de l'extérieur, franchement, il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire. Pour l'instant, je m'arrête là. Parole du président Jean-Paul Leroux. Norbert. Je vais avoir du mal à tenir. Ouattara souverainiste.
Vous ne croyez pas? Ah bah, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Non, mais c'est une plaisanterie. Alors, d'accord, on a changé d'époque, mais on a changé d'époque quand exactement? J'aimerais bien le savoir, parce que il y a 5 ans, apparemment, on n'avait pas changé d'époque. J'ai lu récemment un papier dans un journal français de référence qui chutait là-dessus, en disant qu'en 2020, étant rappelé que la lettre de reconnaissance du président français Emmanuel Macron à Alassane Ouattara, quand je dis lettre de reconnaissance, vous avez compris ce que je voulais dire, hein, a tardé à venir, et à ce point tardé, on apprend dans un journal français la semaine dernière, enfin il n'y a même pas, il y a quelques jours, que, je cite, Alassane Ouattara a été furax. Alors, c'est signé Furax. Ça, c'était en 2020. Là, on est en 2025. Moi, je veux bien qu'on ait changé d'époque, mais on a changé d'époque quand? Insa. Alors, merci de me donner la parole, très cher Carlyle. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai écouté mes prédécesseurs, Monsieur le Président, Monsieur Jean-Paul Aureau et mon très cher Narvaro Norbert. Bon, qu'est-ce que je peux dire? À vrai dire qu'aujourd'hui, on ne prend pas en compte l'avis des chancelleries ou de certains États suite à une élection en Côte d'Ivoire, en l'occurrence l'Occident. Je pourrais le croire à partir à partir du moment où il y a des dirigeants qui ont une conception du pouvoir. Monsieur Ouattara est arrivé au pouvoir, il ne faut pas l'oublier, d'accord, sous la couverture d'un mandat onusien, mais aussi d'une présence de l'armée française. Et il y a eu toute une armada, toute une diplomatie de l'Union européenne pour que M. Ouattara puisse réaliser ce vœu d'être aux affaires. Donc dire que M. Ouattara à partir des dates clés, à proclamer des mots tels que la souveraineté, oui, c'est un mot qui existe dans le dictionnaire, tout le monde peut s'en servir, mais ce n'est pas une réalité. Il faut arrêter. Je pense qu'actuellement, le parti au pouvoir, le RHDP, attend bien évidemment que le clou soit enfoncé pour justifier ces élections. Juste rapidement, Carly, si tu permets, je peux demander aux confrères, je peux dire juste au président Jean-Paul Aureau que ses confrères du monde Afrique ont aujourd'hui mis un titre qui est assez révélateur sur ces élections-là qui, pour leur part, n'est pas du tout crédible. Donc, je pense que la France et d'autres pays européens attendront comment les choses évolueront en Côte d'Ivoire et puis après reconnaîtront le pouvoir d'Abidjan. Merci. Et pour rappel, je précise qu'en 2020, le président Macron a adressé son fameux courrier qu'on n'a jamais trouvé la trace. Hein, on est d'accord, hein? Oh, mais il a été publié par un journal panafricain. Il l'a fait dans Jeune Afrique. Il l'a fait dans Jeune Afrique. Bon, en tout cas, dans les canaux officiels, on n'a pas trouvé de... Il l'a fait dans Jeune Afrique. Il n'a pas fait de reconnaissance officielle, mais après, il a reconnu quelques semaines après dans Jeune Afrique. Ah, mais en tout cas, c'est arrivé après la décision du Conseil constitutionnel. Et quand on écoute sa ministre de la francophonie hier chez RFI, elle nous dit on attend de voir la décision du Conseil constitutionnel. Donc, comme vous l'avez dit, Président, peut-être dans la foulée. Mais là, moi encore, je m'interroge. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a tranché. Il n'y a pas de félicitations du président Macron. Hein. Jean-Yves. Oui, donc en fait, Norbert l'a dit tout à l'heure, on a posé la question de savoir cette époque, l'époque qui a évolué d'après ce que le président vient de dire, ça date de quand? C'est à partir de quel moment on a estimé que cette époque-là était évolue? Parce que si j'ai bonne souvenance, en 2010, c'est, je crois, 24 à 48 heures qu'après la proclamation des résultats qu'on a eu les messages de, de, de félicitations. En 2015, c'était 24 à 72 heures, entre 24 et 72 heures. En 2020, effectivement, vu que c'était le troisième mandat qui était un mandat contesté, par toute la classe politique, bon, par une grande partie de la classe politique ivoirienne. Et donc, la France ne pouvait pas se positionner parce que c'était le mandat de trop, c'était un peu gênant. Et donc, ils ont mis, je crois, 5 à 7 jours. C'est 5 à 7 jours après qu'ils se sont prononcés. Et là même, lorsqu'ils se sont prononcés, en fait, il n'y a pas eu de soutien, mais ils ont dit qu'ils prenaient acte. Ils prenaient acte de cette élection-là. Et du côté de Washington, on appelait le gouvernement à un dialogue avec le CNT. Donc, il n'y a pas eu de soutien, il n'y a pas eu de comment on appelle ça, de félicitations fermes. Bon, après, on a entendu dire que derrière, il y a eu des félicitations
qu'on n'a pas vu. Moi, personnellement, je n'ai pas vu ces félicitations-là. Aujourd'hui, en 2025, et je rappelle encore que le mandat de 2020, il a été justifié en disant que le poulain, c'est-à-dire le dauphin qui devait remplacer le président, était décédé. Donc, finalement, on ne pouvait pas. Donc, le président Macron, même ça avait beaucoup de mal qu'il a dû justifier. Il a dû justifier ce mandat-là. Finalement, aujourd'hui, 5 ans après, est-ce qu'on a aujourd'hui, le président Macron pourra se permettre de justifier ce 4e mandat? Je ne pense pas. Et donc, ce mandat c'est un mandat de trop, c'est un mandat qui est gênant pour eux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils ne savent pas comment justifier cela. Donc, moi, à mon avis, on n'aura pas de message de soutien de la part de l'Élysée, de la part de Washington et même de la part de Bruxelles. Quand on sait que Bruxelles est le siège de l'Union européenne avec 27 États et que les communiqués se font de façon consensuelle. Aujourd'hui, il n'y a pas eu c'est le mandat de trop, c'est le mandat qui est gênant et donc moi, je ne pense pas qu'il puisse se prononcer. Et donc, si aujourd'hui ce mandat-là, il est gênant au niveau de la communauté internationale, ça veut dire quelque part les actions qui ont été menées au niveau de cette communauté internationale-là ont été des actions qui ont porté. Aujourd'hui, on a une personnalité de la trempe de Tidjane Thiam, du président Tidjane Thiam, qui est aujourd'hui dans l'équation. En 2020, on n'avait pas cette variable-là. Aujourd'hui, on a cette variable-là qui, on a essayé de dire, bon, moi, le premier, j'ai posé l'action de savoir quelles étaient les actions et où est-ce que ça nous en avait mené. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y a des choses qui bougent parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des messages, on n'a pas des communiqués clairs. Et donc, on est en attente. On espère que derrière, peut-être, il y aura, peut-être les jours suivants, on aura un communiqué ou pas. En tout cas, on suit cette actualité. En tout cas, si dans les heures qui suivent, il y a un communiqué de Bruxelles, ça va sortir comme la VAR si vous, président Jean-Paul Leroux. Moi, j'ai assuré. Merci Jean-Yves. Moi, sur ce plateau, j'aurais compris que ce sujet-là, ça me gênait. C'est-à-dire qu'on est là. Il y a Jean-Yves, un garçon brillant en informatique, ingénieur en informatique. On a Atoublanc, un garçon brillant. Et puis on est là. Oui, l'Occident n'a pas quoi adouber, ils n'ont pas encore reconnu. Mais qui vous a dit qu'ils ont besoin de votre reconnaissance pour pouvoir avancer? Sur ce plateau ici, je trouve gênant à chaque fois d'imaginer que j'ai besoin que celui-ci de l'extérieur me reconnaisse pour que je puisse diriger ou être président de mes compatriotes. C'est ce que j'explique. Et Jean-Yves l'a dit sur ce plateau ici, avec Maître Kakou. Le président Alassane Ouattara, il n'a pas besoin d'être légitimé par qui que ce soit pour diriger. Lui, il dirige, il estime qu'il a été élu. Il attend le Conseil constitutionnel pour certainement brandir la machine, présenter son gouvernement. Et puis les gens vont avancer. Que Macron le reconnaisse, que l'Union européenne le reconnaisse ou pas. Mais il n'en a rien à faire. C'est ce que j'explique. Parce que les gens sur ce plateau ont le sentiment que lorsque tu expliques les choses de façon claire, critique et réaliste, on pense que tu partages cette position. Non. Ce n'est pas question que je partage cette position. C'est que tout simplement, voici la réalité. Et puis, pour revenir sur la question de la souveraineté, c'est vrai. Certains diront que Alassane Ouattara a profité de ses relations à l'international. La France a poussé le fer, sa puissance de feu, pour le mettre dans l'effectivité du pouvoir. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara, allez suivre ces derniers discours. Hein. On y croit, qu'on n'y croit pas. Il a manifesté, il le dit clairement, qui veut l'entendre. La Côte d'Ivoire est un pays souverain. Aujourd'hui, la France qui avait l'essentiel des marchés publics, allait poser les questions à Business France ou à qui, ou au MEDEF. À peine 10% des marchés publics français, marchés publics ivoiriens sont détenus par des entreprises françaises. C'est fini. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a diversifié ses partenaires, qu'ils soient économiques, qu'ils soient stratégiques. Maintenant, sur la question politique, c'est vrai que la France et la Côte d'Ivoire, je pourrais dire, ont des liens historiques liés à la colonisation. Voilà pourquoi aujourd'hui, certains médias français, je dirais c'est les médias français essentiellement, vous allez fouiller bien les médias anglais, et les médias français qui dans leur, je dirais, logique colonialo-impérialiste, s'imaginent que leur
vision de la Côte d'Ivoire est forcément la vision des Ivoiriens sur le terrain. C'est une erreur. Mais il y a le Times aussi qui a fait un article dessus, j'ai regardé. Non, le Times peut faire un papier dessus. Le New York Times, ouais. Le New York Times peut faire un papier dessus, mais vous allez voir que seuls les médias français sont à foison sur la question ivoirienne, parce qu'ils y ont des intérêts, parce qu'on a ce lien, on a ce rapport. Et on y viendra, mais par exemple, vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que finalement, Alassane Ouattara est toujours le grand allié de la France, finalement? Oui, la Côte d'Ivoire, pas le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, du point de vue géostratégique, reste un allié important pour la France. Dans les questions liées à la sécurité, pour les questions liées aux questions de terrorisme et autres. Aujourd'hui, le 43e BIMA est devenu, je pourrais dire, une structure logistique d'information pour les questions liées à la sécurité dans la sous-région, pour les États-Unis aussi qui ont des grandes oreilles, Israël aussi. Donc la Côte d'Ivoire, du point de vue stratégique, reste un élément important pour la France. Voilà pourquoi certainement j'imagine que la France ne veut pas perdre ce pays-là. Mais le président Alassane Ouattara est un pion de l'Élysée. Non, il est à un niveau où il estime qu'il est président de la Côte d'Ivoire. Il a beaucoup à donner à la France. C'est le titre d'un article du Monde Afrique, comme disait Vincent, Alassane Ouattara, le dernier grand allié de la France en Afrique. Pour vous, ce n'est pas votre constat? Non, la Côte d'Ivoire... Alassane Ouattara, président. Non, le président Alassane Ouattara, il le sait. Il sait que l'Élysée a besoin de lui. Okay. Et il joue là-dessus. Oh là. C'est pas lui qui a besoin de l'Élysée, c'est l'Élysée qui a besoin de lui. Norbert. Oui, non, moi, écoutez, I'm voiceless, comme on dit en anglais. Je reste sans voix quand j'entends des choses pareilles. Le président, qu'il ne faut pas appeler à vie Jean-Paul Aureau, nous a déjà démontré que c'était un homme susceptible, chatouilleux. Mais là, il a franchi un cap, parce que ce qu'il vient de dire est purement et simplement scandaleux. On est en train de parler d'un pays où il y a, au moment où nous parlons, 700 prisonniers politiques qui ont été embastillés récemment, où il y a 14 morts, dont un qui a été brûlé vif, ou une, je ne sais plus très bien. Je m'y perds tellement je suis ému en évoquant ces sujets. Et vous voulez que le président Alassane Ouattara s'en fiche? Peut-être, mais s'il s'en fiche, alors moi, là, pour le coup, je me sens concerné. Non pas en tant que Français, non pas en tant qu'occidental, mais en tant qu'être humain, en tant qu'homme qui sait ce que les droits de l'homme veulent dire, qui sait ce que cette universalité des valeurs humaines veut dire. Alors, il peut s'en fiche peut-être, il a peut-être cette attitude-là, j'en suis pas certain. C'est pas cela le sujet, il ne faut pas faire comme si c'est ça le sujet. Qu'un journaliste vienne dire comme ça sur un plateau, de toute façon, on s'en fout, et on est scandalisé parce que les autres viennent regarder ce qui se passe chez nous. Bah oui. Quand il y a 700 prisonniers politiques dans un pays, et quand il y a des gens qui se font massacrer comme ça, oui, on regarde. Et que ça se passe en Côte d'Ivoire, que ça se passe au Venezuela ou aux États-Unis, on regarde. Et c'est notre métier. C'est tout à la fois, nous, les journalistes, c'est notre honneur. Et quand un journaliste ose parler comme ça, il ne faut pas s'étonner. Il ose parler comment ? Comme toi, tu viens de le faire, il ne faut pas s'étonner que moi, je dise ce que je dis sur la presse ivoirienne. Fermez le banc. Je suis scandalisé. Non, justement, je vais revenir. Parce que Norbert a cette facilité de m'envoyer sur des sujets que je n'ai pas abordés. C'est une honte. Oh, s'il te plaît, sors de tes incantations et revenons sur le sujet. Voilà le sujet, voilà comment j'ai abordé le sujet. Et je le répète pour que tu le comprennes. Parce qu'avec toi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on dise les choses deux ou trois fois pour que tu comprennes. Fiche. Tu n'as pas compris. J'ai dit le président Ouattara s'en fout de la reconnaissance de son élection. Ça tombe mal. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Et tu refuses de le comprendre. Quand je dis il s'en fiche de la reconnaissance de ses pairs, c'est de ça que je parle. Donc, je ne parle pas de la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Pourquoi ça tarde à votre avis alors? Voilà. C'est de ça qu'on parle. On parle de la reconnaissance. C'est justement parce que on ne parle pas de la question des droits de l'homme. Il y a des responsables politiques qui sont à la tête de ces pays-là, qui ne sont pas forcément des monstres,
qui ne sont pas forcément des monstres cyniques qui ne s'intéressent qu'aux avantages qu'ils peuvent tirer d'un pays qu'ils rendent exsangue en lui pompant toutes ses richesses, mais qui peuvent aussi défendre des valeurs qui sont universelles et qui font fi des frontières sur terre. La France défend des valeurs. C'est la même France là. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est la même France qui a poussé le fait, qui a utilisé sa puissance de feu. Et il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. C'est la même France. Intéressant. C'est la même France en 2002 qui a servi de intéressant. Intéressant. Quand ça nous arrange, la France est belle. Elle respecte les droits de l'homme. On va écouter Norbert sur ce sujet. Vous qui avez bossé chez RFI, justement, c'est vrai que quand je préparais l'émission, j'étais quand même un peu surpris du soutien, je dirais, de la presse française au combat de l'opposition. Finalement, lorsque tu lis, par exemple, dans Le Monde, où tu écoutes Pierre Aski chez Radio France qui parle d'une alternance impossible, oui. Comment la presse française a basculé en 15 ans? C'est tout simple. Quand un président qui jadis se plaignait à bon droit qu'on l'ait traité, lui et ses coreligionnaires, de rats, traite à présent ses adversaires de chiens, il ne faut pas s'étonner que brusquement, des confrères qui, de bonne foi, pensaient, ce n'était pas mon cas, que cet homme-là était une victime, il ne faut pas s'étonner que brusquement, ils aient changé d'avis. Ils se sont trompés de bonne foi. La presse française s'est trompée en 2010 de bonne foi. Je suis bien placé pour le savoir. C'est pour ça que je vous pose la question, Norbert. Et d'ailleurs, ça explique en grande partie ma présence sur ce plateau, parce que moi je suis français, je ne suis pas ivoirien. Okay, il s'avère qu'en 2010, je me suis élevé contre ça, et je travaillais à RFI, on m'a cloué le bec, je l'ai reconnu bien volontiers, il n'y a pas eu de problème, j'ai laissé dérouler le narratif. Et puis, les faits m'ont donné raison, puisque lors de son dernier meeting de campagne, le président Alassane Ouattara a traité ses adversaires de chiens. Donc, c'était ça le vrai fond de sa pensée. C'était ça. Et ce que l'on a fait en 2010, aujourd'hui, plus personne n'oserait imaginer le refaire à Paris. En attendant de savoir ce que Paris pourrait éventuellement faire ou pas. Ça, on en reparlera lors d'une prochaine émission. Bien. Toujours est-il que... Non, c'est très important. C'est extrêmement important. Énormément du sujet. On est en plein dans le sujet. Et je voulais simplement dire une chose, Carlyle, c'est que pendant 13 ans, après mon retour de Côte d'Ivoire, j'ai fait la revue de presse de RFI. Et ce que je voulais corriger, là, c'est qu'effectivement, la presse française a changé de ton vis-à-vis de Ouattara, mais pas que. La presse en Afrique aussi. J'ai relevé, si ça vous intéresse, un petit florilège de réactions au lendemain de l'annonce des résultats provisoires par la commission électorale indépendante. Et en Afrique aussi. Tenez, je chausse mes lunettes. On commence par le voisin du Nord, Burkina Faso. Il y a le site Aujourd'hui. Je cite, entre griffes, le quinquennat de Ouattara, le mandat de trop. Ouakatsera, toujours au Burkina Faso. Les attentes de justice sociale ne font qu'enfler. On passe au voisin de l'Ouest, en Guinée, le Djeli. Je cite encore, griffe, La démocratie, lorsqu'elle se réduit à une simple mécanique électorale, perd tout son sens. L'élection sert davantage à perpétuer le pouvoir qu'à le légitimer. Illusion démocratique, des urnes bien surveillées, des chiffres bien alignés et un peuple tenu à distance du vrai pouvoir, système verrouillé, celui d'une légitimité électorale sans véritable consentement populaire. Fin de citation. Je monte encore, on arrive au Maghreb. Voulez-vous, allez, un petit dernier pour la route. Tunisie numérique, je cite. Désenchantement démocratique, avec un président qui s'est finalement laissé tenter par un 4e mandat à 83 ans. Le mandat de trop. Entre les présidences à vie et les coups de force des militaires, le continent et sa jeunesse tentent de cheminer. Ne cherchez pas les raisons profondes de notre sous-développement chronique. Elles sont là, sous nos yeux. Fin de citation. Et j'espère que la presse tunisienne est aussi exigeante avec son président Kais Saied. Insa. Alors, merci Carlyle. C'est assez intéressant en fait de voir qu'il y a deux postures qui sont quand même assez tranchées. Et puis, moi, je pense que pour mettre un terme à cet élément-là concernant
la vision ou la gestion de Ouattara vis-à-vis des pays occidentaux, en l'occurrence la France, il faut juste observer le profil. Il faut observer le profil de l'individu. Je pense qu'en fait, souvent, en termes d'analyse politique, on n'est pas très souvent en regardant sur le profil. Mais qui est Alassane Dramane Ouattara? Parce que certains médias nous le présentent comme un homme qui a été purement formé aux États-Unis. Absolument pas. Oui, on nous parle d'un doctorat en Pennsylvanie, on nous parle d'un passage en tant que stagiaire au FMI, mais il n'y a pas que ça. Alassane Ouattara aussi, c'est la BCAO. C'est la BCAO. La BCAO, c'était à Paris, hein. Pour très peu qui l'ignorent, c'était pas à Dakar dès le départ, c'était à Paris. Donc Alassane Ouattara était sous Abdoulaye Fadiga. Voilà, donc qui dit BCAO à l'époque parlait du Trésor français, parlait aussi de la BDF, la Banque de France. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé aussi, il ne faut pas oublier que Nicolas Sarkozy a été ministre du budget sous Balladur. Donc Alassane Ouattara a travaillé, il était toujours proche de la France. On l'a présenté effectivement comme un technocrate sorti des mallettes de Washington. C'est aucunement pas le cas. Alors, exercer au FMI ne veut pas dire forcément qu'on est purement un atlantiste. Alassane Ouattara, c'est un produit purement français. Donc ça, il faut l'admettre, c'est un produit purement français. Et tout à l'heure, j'entendais le président Jean-Paul Aureau nous dire clairement que M. Ouattara, depuis qu'il est arrivé, il y a une diversification au niveau des marchés. Je l'ai souvent entendu aussi, d'accord avec certains communicants du RHDP le dire, mais il faut savoir qu'il y a plus de 1100 à 1200 entreprises, d'accord, françaises qui sont toujours implantées, d'accord, au niveau des gros marchés, au niveau de la répartition des gros marchés, tels que par exemple la construction du métro, la France a pignon sur rue. Sur certains terminaux de l'aéroport, la France a pignon sur rue. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise ce qui n'en est pas. Aujourd'hui, certaines personnes dans les pays, je pense une bonne partie de l'intelligence africaine veut essayer de décomplexer les choses ou nous dire que oui, aujourd'hui, il y a une diversité, oui. Le marché chinois perce le monde entier. D'accord? Ce n'est pas une exclusivité, ce n'est pas propre à l'Afrique. Même en Europe, le marché chinois perce le monde en termes d'économie. Donc, il faut arrêter. Quelle est l'influence de Paris sur le plan politique? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'influence de Paris est toujours prédominante. Sur l'aspect de la sécurité et de la défense, le président Jean-Paul Aureau l'a indiqué, elle est prédominante. Donc, on aura toujours cette présence française, que l'on veuille ou pas. Et ce n'est pas sous Alassane Ouattara que ça changera. Peut-être avec de nouveaux dirigeants, il y aura une relation assez décomplexée. Mais depuis, je termine là, de Nicolas Sarkozy en passant par François Hollande, en passant par Emmanuel Macron, je peux vous dire que Alassane Ouattara, après Félix Houphouët-Boigny, et je dirais même Félix Houphouët-Boigny, c'est un peu différent qu'Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, pour moi, aujourd'hui, est l'homme qui incarne les derniers espoirs, d'accord, de cette France-là qui est plus ou moins nostalgique, mais qui veut moderniser les choses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Yves Tréhard, qui est un confrère à M. Jean-Paul Aureau et un confrère à M. Navarro. Merci. Oui, rapidement avant que j'aille prendre la parole. Pardon, Jean-Yves, juste un petit complément, parce que tout à l'heure, Khalil, tu as évoqué la presse française, du coup je ne l'ai pas citée, mais j'aimerais quand même compléter parce qu'il s'est passé quelque chose. Nous sommes aujourd'hui jeudi et depuis hier matin, dans les kiosques à journaux en France, il y a le Canard enchaîné. Et hier a été publié un article dans le Canard enchaîné, signé Claude Angéli. C'est pas n'importe qui, hein, Claude Angéli au Canard, dans lequel il évoque l'affaire des papers immobiliers. Et donc un scandale qui est en train de monter, qui est en train d'éclater, et selon lequel le couple Ouattara, via une cascade de sociétés civiles immobilières, posséderait 124 propriétés dans des quartiers de luxe en France, à Paris, à Neuilly, à Cannes, etc., sans abstraction faite de tout ce qu'il possède à l'étranger. C'est dans le Canard enchaîné depuis hier et je pense que c'est une affaire dont on va encore beaucoup parler et qui peut avoir un lien avec les réactions officielles ou de pas. Paris, bien sûr. Jean-Yves. Oui, donc tout à l'heure, j'ai entendu le président dire que Ouattara n'en avait rien à foutre, Ouattara n'en avait rien à faire de la vie, ou du moins de son image à l'international. Non, je dirais que c'est faux, parce que la dernière fois, lorsqu'on parlait de ça, moi, je parlais plutôt de son image au niveau national. C'est-à-dire, Ouattara se fichait pas mal de ce que les Ivoiriens pensaient de lui, mais il préservait plus son image à l'international. Et donc, mais pour cela, il y a plusieurs faits qui le montrent. Déjà, quand Ouattara, avant l'élection, il vient voir Macron ici. Après avoir vu le président Macron, il retourne en Côte d'Ivoire, il prend sa décision de se présenter.
on va trouver ça peut-être, on va dire, on va mettre ça sur le coup du hasard, mais moi, je ne le mettrai pas sur le coup du hasard. Ça, c'est un. De deux, lorsque le président Dylan Cham va à Washington et qu'on sait qu'il y a un lobbying qui avait été mis en place et l'État de Côte d'Ivoire se permet aussi de prendre un autre cabinet pour faire aussi du lobbying en fait, pour donner une bonne image à la Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas que la Côte d'Ivoire s'en fout, le président Ouattara s'en fout de son image. Je pense que s'il a mandaté des gens pour le faire, c'est que quelque part, il tient à cette image-là. Et puis, dans troisième position, on sait que 80% du PIB des gens, des richesses produites, plus de 80% est détenu par des multinationales. Donc, on ne peut pas dire que ce dernier-là s'en fout. On ne peut pas dire qu'il s'en fout. Aujourd'hui, on sait que l'Union européenne fait partie des plus grands, je dirais, des plus grands investisseurs en ce qui concerne l'économie en Côte d'Ivoire et tout. Donc, on ne peut pas dire que ces derniers, le président Ouattara s'en fout de leur avis. Non, il attend toujours cette validation-là, il attend toujours ces félicitations-là. Et aujourd'hui, son image à l'international compte beaucoup pour lui. Peut-être au niveau national, il s'en fout, mais à l'international, je ne pense pas qu'il s'en fiche. Est-ce que le président va vous répondre hein? Ok, j'aimerais dire une chose d'abord. Parce que on a réussi sur ce plateau à glisser, c'est-à-dire on parle de comment la presse internationale traite l'élection ivoirienne. Aujourd'hui, on est arrivé à parler des questions de droits de l'homme, on est arrivé à parler des questions des biens immobiliers ou fonciers du président Alassane Ouattara et de sa femme. On est arrivé à parler à tout blanc du parcours du président Ouattara. Du parcours du président Alassane Ouattara. Je me dis, mais bon, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une chose. D'abord, Jean-Yves, on ne parle pas de l'image du président Alassane Ouattara. Il s'agit de sa reconnaissance. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas dit son image. Je dis, lui là, son élection là, la reconnaissance de son élection là. Pour lui, ce sont les institutions de son pays. Les autres, il n'en a rien à faire. Surtout l'Élysée. Pour quelle raison? Beaucoup ici, sur ce plateau, ont pensé que sa rencontre du 16 juillet dernier, son déjeuner du 16 juillet dernier, avec le président Emmanuel Macron, allait être déterminant ou l'empêcher, si je peux me permettre l'expression, de se présenter ou bien d'annoncer sa candidature. Étrangement, il est sorti le 16 juillet, 2 semaines après il a annoncé sa candidature. Bon, on peut se permettre toutes sortes de lucubrations, toutes sortes de spéculations et dire, ah peut-être que c'est Macron même qui l'a encouragé à se présenter, ou bien peut-être même il a présenté. On peut se permettre cela, parce qu'aujourd'hui, personne, même ceux qui ont révélé ici sur ce plateau qu'on a susurré à l'oreille de Macron le nom d'un tel, aujourd'hui on s'est rendu compte qu'en réalité, ça n'a pas pesé. C'est à croire que le président Alassane Ouattara n'est pas sous influence du président Emmanuel Macron. Il prend ses décisions de son propre chef. C'est de ça que je parle. Pour revenir sur les marchés publics ivoiriens. Dans ce pays-là, on mélange, dans ce débat-là, c'est ce que je dis, on mélange un peu les sujets. Hein. J'ai parlé de moins de 12% des marchés publics ivoiriens. Cependant, il existe en Côte d'Ivoire des entreprises françaises qui opèrent en privé, qui font leur truc, qui ne sont pas nécessairement sur des marchés publics. Je dis en Côte d'Ivoire, les marchés publics. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui, il y a en Côte d'Ivoire les Turcs, il y a en Côte d'Ivoire les Chinois, il y a en Côte d'Ivoire les Indiens qui sont sur les marchés publics. Deuxièmement, troisièmement, pour revenir en tout blanc, parce que sur ce plateau, c'est 3 contre 1. Pour revenir en tout blanc, qui dit que Ouattara est un produit de la France. Moi, j'ai toujours cette attitude-là. J'ai dit, respectons les parcours et les ambitions des gens. C'est vrai que Ouattara a bénéficié de la force de la France pour entrer dans l'effectivité du pouvoir. Mais son combat pour arriver au pouvoir, là, c'est qu'il a mené là. Qu'on le juge bien ou mauvais, c'est Ouattara qui s'est engagé. Et c'est parce qu'il s'est engagé qu'il est arrivé là où il est. Sinon, tout le monde savait que, au temps où Chirac était président, Ouattara n'était pas le cheval de Chirac. Mais il y est arrivé. Pourquoi on veut penser forcément que lorsque quelqu'un, par ses ambitions, il arrive au pouvoir, on puisse imaginer que c'est forcément
Non, soyons sérieux. Soyons sérieux pour une fois. Donc pour moi, pour dire cela, il n'est pas nécessairement... Et puis, à tout blanc. À tout blanc. C'est une démonstration... T'as eu des prisons. Tu me laisses finir. T'as eu des prisons. À tout blanc. Ouattara, produit de la France. C'est vrai, Ouattara a bénéficié du soutien de Nicolas Sarkozy. Ça, tout le monde le sait. Non, c'est Nicolas Sarkozy qui a engagé les forces françaises. Il a bénéficié de qui d'autre? Obama, Barack Obama. Un certain Barack Obama. Non, Chirac. Obama. Ouattara n'était pas dans le petit... Non, Ouattara n'était pas... Je parle de ceux... S'il n'y avait pas la puissance de feu de la France sur ordre de Nicolas Sarkozy, je suis peut-être qu'on serait là encore, Ouattara ne serait pas président, Gbagbo serait au pouvoir, tout le monde le sait ici. Sauf François Hollande. Non, je dis, si Nicolas Sarkozy en 2011 n'avait pas engagé la force de la France. Ça c'est vrai, ça je suis d'accord avec vous. Mais au fait, il y a un narratif aussi qui naît qui... Non, c'est pour dire que peut-être que Ouattara même ne serait pas encore au pouvoir. Peut-être qu'il n'aurait pas accédé au pouvoir en 2011. Non, au fait, pour clarifier, je pense que Insa, il fait référence au fait que ce n'est pas que le président Sarkozy, sa personne lui-même qui est permis. Au niveau de l'ONU, tout le monde le sait sur ce plateau. C'est la France qui décide pour ses anciennes colonies au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Tout le monde le sait, on ne va pas le nier. Donc il suffisait parce que Nicolas Sarkozy était là pour son ami, il a donné un certain nombre d'instructions pour que des résolutions soient prises contre le pouvoir de Gbagbo. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que c'est qu'on oublie, enfin à mon avis, c'est que même si ça aurait été un homme de gauche, et ça l'a dit à juste titre, je pense que c'était une position de la France, la France politique dans sa globalité. Moi je n'ai pas dit le contraire. Moi je n'ai pas dit le contraire. C'est ceux qui sont en train de dire ici là, qu'aujourd'hui, la France s'est trompée de bonne foi. La France qui a ses intérêts en Côte d'Ivoire, la presse française, la France politique s'est trompée de bonne foi sur Alassane Ouattara. Si tu l'as dit, tu viens de le dire. Oui, mais pas moi. Oh non, tu viens de le dire. Mais pas Karim. Oui, on ferme le sujet rapidement. Ouais. Oui, alors pour fermer le sujet rapidement, ce que je veux faire comprendre en fait au président Jean-Paul Ayrault, il ne faut pas faire passer Ouattara pour ce qu'il n'est pas. Parce qu'effectivement, le discours que vous tenez, que Ouattara est un homme ferme, qui ne s'occupe pas des intérêts. Ouattara est un homme ferme qui ne s'occupe pas des intérêts, c'est-à-dire qui décide pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. J'entends ça beaucoup, d'accord, dans une certaine catégorie des intellectuels ivoiriens et je rigole beaucoup. Non, mais je n'ai pas fini. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire. Non, mais président de la Côte d'Ivoire, ce n'est qu'un titre. Attendez. Dans cette position-là. Quand vous dites, est-ce que je peux m'exprimer s'il vous plaît? Quand vous dites, par exemple, quand vous dites que M. Ouattara doit son salut aujourd'hui, son arrivée au pouvoir aujourd'hui à Nicolas Sarkozy, mais ça veut tout dire. Mais alors, et son arrivée comment? Ce n'est même pas une arrivée, d'accord, on va dire par une élection ou par quelque chose, c'est une arrivée par les armes. Mais après cela, vous savez que la guerre a un prix. Et vous avez parlé par exemple des marchés publics. Nous savons très bien qu'il y a une certaine opacité au sein des marchés publics. En Côte d'Ivoire, je ne suis pas la première personne à analyser cela. On revient à une Côte d'Ivoire, d'accord? On revient à une Côte d'Ivoire déjà sur plusieurs plans, hein, parce qu'on a vu même on a vu le 43e BIMA, on a vu M. Jean-Marc Ayrault qui est parti sur le tracé, sur les nouveaux accords de défense entre la France et la Côte d'Ivoire. Vous savez que la défense est un élément du principe de souveraineté. Je ne sais pas si vous avez lu, Président, d'accord, ce rapport de la signature entre Ahmed Bakayoko et M. Jean-Marc Ayrault. Moi, j'ai feuilleté, j'ai lu cela. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on est revenu, d'accord, à une époque qui était plus ou moins révolue, je vais parler de l'époque de Fouad-Boigny, mais avec certains artefacts plus ou moins modernes. Mais venez nous dire ici que M. Ouattara décide pour les Ivoiriens. J'ai l'impression d'écouter M. Arthur Banga. Excusez-moi, M. Président Jean-Paul Ayrault. Non, mais je ne veux pas vous comparer. Mais franchement, il faut qu'on soit précis. M. Ouattara est l'un des derniers, je dirais, l'un des derniers éléments essentiels, d'accord, du pouvoir français traditionnel. Et je dis votre confrère, M. Yves Tréhard, l'a dit, qui est le patron du Figaro, l'a dit, Ouattara est un élément qui est important dans notre processus. Magister Dixit, Yves Tréhard a parlé, taisons-nous. Non, c'est votre confrère. C'est votre confrère. Parce que mon confrère a parlé,
Mais votre confrère, peut-être votre confrère est certainement plus outillé. Donc c'est ça, à partir d'aujourd'hui, la bande à Khalil, à chaque fois on vient, on sort les papiers des Yves Tréa, et puis on ne parle plus. C'est cela, vous voulez me dire, si c'est cela, si c'est ce type de jeunesse que tu reprends, je suis déçu de toi. Je suis déçu de toi. Bon, franchement, Yves Tréa a parlé, magistère Dixit, Yves Tréa a parlé, chers Ivoiriens. Désormais, quand Yves Tréa, journaliste français, parle, c'est ça la vérité. Personne ne doit ajouter quoi que ce soit là-dessus. Vous voulez que je cite Yacouba Doumbia? Président. Tu dis quoi? Vous voulez que je cite Yacouba Doumbia? Et puis, je reviens. Moi, c'est ce type à tout blanc. Moi, je ne sais pas, hein, ce type de parallèle que vous aimez faire. Oui, j'entends, comment on appelle ça là? C'est comme si j'entendais Atubanga ou Yacouba Doumbia. Pourquoi fais-tu? Ce sont tes références. Moi, j'ai du respect pour eux parce que je respecte leurs opinions, sans être d'accord avec leurs opinions. Je respecte leurs opinions parce que je suis convaincu que dans la société, on ne peut pas tous penser de la même façon. Mais ils ont le vent en poupe sur Abidjan. Merci. Ils ont le vent en poupe, donc parlons un peu du Front commun. Les nouvelles coqueluches. Non. Merci. Parlons du Front commun, c'est bon. Si ça commence à créer on passe à autre chose. Des tensions comme ça sur ce plateau. Non, il n'y a pas de tensions. Non, on va installer Eric. En fait, il y a trois contre moi, trois idées contre moi. Donc, normalement, ma prise de parole doit être égale à la somme des prises de dans ce cas-là, je vais vous êtes président, donc vous devez rendre des comptes, logiquement, à vos confrères que nous sommes. Attention, il risque de mal le prendre. C'est la démocratie. Hein. Si tu dis quelque chose de malveillant, je vais mal le prendre. Mais j'ai une question. Avant d'aborder le second sujet, avant d'aborder le second sujet, mes idées. Non, mais attaque mes avant d'aborder le second sujet, ça va partir en avant d'aborder le second sujet, il y a un téléspectateur du nom de Cédric Badja qui demande si vous avez cherché la même femme. Ah. Président. Non, ce n'est pas possible. Ok, bon, donc on peut parler. Donc, il a eu sa réponse. Saluons-le. Parlant du Front commun, la convocation, bien sûr, contre les cas du Front commun serait suspendue. C'est l'information qu'on a reçue hier. Pourquoi ce rétro-pédalage, Jean-Yves? On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Ce rétro-pédalage, moi, je pense qu'il fait suite à beaucoup de supputations, notamment. Parce qu'en fait, d'après ce qu'on a dû comprendre, c'est que apparemment les morts qu'il y aurait eu, c'est-à-dire du côté de, je crois, il y a eu un mort du côté des forces de l'ordre, et donc cela peut-être aurait suscité en fait des poursuites au niveau de ce front commun là. Donc c'est peut-être ça, mais derrière aussi, je peux dire que lorsque le président de la République, lors de son dernier meeting, a lancé pas un mot d'ordre, mais lorsqu'il a lancé ses paroles, surveillez vos quartiers et que les chiens peuvent repasser. Et donc, certains aussi ont dit, ben, dans ce cas aussi, ce pseudo-mot d'ordre-là a dû exciter ou bien inciter les gens à commettre cet acte-là. Donc, je l'ai dit, c'était du genre de la réponse du berger à la bergère, voilà. Donc, si jamais vous nous attaquez, si jamais vous nous poursuivez pour ces faits-là, derrière aussi, on pourrait aussi poursuivre, au moins, peut-être, on pourrait aussi imputer, c'est-à-dire les morts qu'il y a eu du côté de la population aussi au chef de l'État, parce que c'est suite aussi à ces comment on appelle ça, à ces mots-là qu'il y a eu ce genre d'acte-là. Donc, je vais dire, moi, peut-être, pour ma part, je pense que c'est peut-être ça qui a dû faire que le procureur, ou bien du moins la justice a fait un rétropédalage pour essayer d'analyser un peu plus dans le fond la situation et puis peut-être revenir avec une autre façon d'attaquer ce front commun-là. Mais le plan, il était là. Et moi, je pense aussi que ces élections législatives-là, bon, je pense que je suis un peu du genre du sujet, mais ces élections législatives ont été mises en fait le 27 pour pouvoir museler beaucoup de cadres de l'opposition. Parce que on met ces élections juste après les élections présidentielles. Au cas où on a des cadres qui se mettent, en fait, qui sont assez, je vais dire, assez actifs dans les différentes manifestations qui vont se produire, en ce moment-là, ils seront poursuivis, ils auront des contrôles judiciaires sur eux et donc ils ne pourront pas être candidats. Et donc, ce qui a fait qu'on a observé beaucoup de mutisme du côté de tout le Front commun. Hein. On a pas mal de cadres qui ont été muets et qui sont toujours muets. Et notamment dans le PDCI, il y a beaucoup de cadres. Il y a des gens, par moments, qui se faisaient voir, mais depuis il y a eu ce Front commun-là, on ne les entend plus, on ne les a pas vus, ils n'ont mené aucune bataille. Et moi, je pense que voilà, ces personnes ont dû être effrayées par cette armada, je dirais, qui a été mise en place par le parti au pouvoir.
Vous voulez réagir à la question? Oui, pourquoi pas, si tu me donnes la parole. Oui, allez-y, Président. Pour moi, je ne parlerai pas de rétropédalage. Ce n'est pas une explication. Hein. Et puis, une convocation, je ne sais pas si elle est suspendue, ou bien si elle est reportée, ou bien si elle est annulée. En réalité, il peut y avoir une suspension, mais est-ce que c'est annulé? Parce que c'est ça véritablement la question qu'on doit se poser. Parce que suspendu là, ça veut dire demain ça peut retomber. C'est ce qui, à mon sens... Dans tôt ou tard, ils seront poursuivis. C'est justement ce que moi j'ai dit. Et il ne faut pas créer d'auto-victoire, c'est ça? Sur ce plateau. Mais ils seront poursuivis pourquoi juste? Moi, je veux juste ça. Mais c'est ce que je veux dire. Moi, je ne sais pas. Ceux qui ont lancé les convocations le savent. Moi, ce que je suis en train de dire... De toute façon, toi, quand tu parlais, tu dis ce que je pense là. C'est comme ça aussi, je veux me permettre de penser comme toi. J'espère que tu ne vas pas me priver de ce droit-là. Je pensais que tu avais la réponse. Toi, tu n'as pas la réponse et toi, tu penses que moi, j'ai la réponse. Je suis en train de dire, supputer comme toi, tu as supputé tout à l'heure, que une suspension, si c'est une suspension, ça veut dire que ça peut tomber un jour. Mais pour moi, d'abord même cette convocation, j'ai vu dedans des noms de députés. Je trouve que c'est irrégulier, même d'abord, qu'on puisse convoquer. Les députés, là, ils ont une certaine protection et immunité. Normalement, il faudrait que le bureau de l'Assemblée nationale lève leur immunité pour qu'ils puissent répondre à une question d'un officier de police judiciaire ou bien d'un juge. Ce qui n'est pas visiblement le cas. Bon, deuxièmement, moi, ce que je pense que je souhaite, je dis, ces situations de la Côte d'Ivoire, ces situations sociopolitiques tendues, elle n'est pas encore détendue. Créons les conditions pour que cette situation soit détendue. C'est de ça moi je parle. Voilà pourquoi je dis, nous avons passé le tempo de l'élection, passons à un autre tempo. Peut-être même pas forcément, pas uniquement de dialogue politique, mais d'un dialogue national. C'est possible. La Côte d'Ivoire, nous n'avons pas le droit de faire une... En tout cas, pour le moment, le PPAC annonce sa grande marche pacifique le 8 novembre, qui est censé être la date de l'investiture du président Ouattara. Insa? Alors, moi, je suis assez observateur d'abord de cette situation parce qu'il y a le flou. Aujourd'hui, je pense que le Front commun, beaucoup de personnes avaient annoncé déjà le décès du Front commun. On parlait du feu, le Front commun, lors de la précédente édition. Le Front commun était hier à une conférence de presse. Vous avez des informations sur la page officielle de M. Danon Djedje. Il y a eu deux communiqués, d'accord, qui sont distincts. Mais le Front commun, voilà, a évoqué cette réalité du braquage électoral. Alors, en ce qui concerne l'interpellation de certaines personnes, je pense que le gouvernement actuel a voulu frapper fort parce qu'il n'y avait pas que ce communiqué. Souvenez-vous aussi également, d'accord, qu'ils ont même appelé, le procureur, M. Brahma Koné, a appelé des personnes à venir déposer des armes qui, selon lui, lors des différentes marches, certaines personnes, en l'occurrence les personnes proches du PPACI dans le volet sécuritaire, détenaient des armes. Il y a même eu des photos de personnes avec des armes qui les brandissaient et on disait aux personnes de venir déposer les armes. Par la suite, nous avions eu la liste des 13 personnes et précédemment, celle du PDCI, je pense à peu près 6 ou 5 personnes, je ne sais plus. Donc, pour moi, en fait, ils étaient dans une logique, c'est-à-dire les élections sont finies. Pour eux, les élections sont finies, il fallait taper. D'accord? Il fallait taper et il avait prévenu qu'ils auraient la main lourde. Mais c'était un peu trop gros quand même. Et c'est un peu trop. C'est exagéré, même pour ceux qui n'ont pas participé à ce scrutin, trouvent qu'il y a une machine assez répressive, répressive assez forte. Pour terminer rapidement, même l'histoire de Nayo, on était venu là-dessus, il y a une seule personne qui a été mentionnée par le procureur, c'est une personne qui aurait prétendument saccagé, d'accord, des urnes. Et celui-là est, en fin de compte, la personne ayant créé cette escalade. Donc, vous voyez que c'est quand même grotesque, c'est un peu loufoque. Oui, les mots sont forts, cher Carlyle, je les assume, d'accord, pour nos différents téléspectateurs. Mais je pense que cette mesure suspensive, qui n'est pas confirmée, je tiens à préciser, elle n'est pas confirmée, j'ai cherché un petit peu partout, je n'ai pas eu de communiqué officiel qui parle de mesures suspensives concernant les interpellations.
je prends avec des pincettes parce que c'est dans le communiqué du Front commun, ils ont même conjugué au conditionnel. Donc, on reste prudent. Est-ce qu'il y a une épée de Damoclès qui serait sur la tête du front, des membres du Front commun? C'est à voir. Mais bon, aujourd'hui, je pense que le rouleau compresseur est en marche en Côte d'Ivoire. Et on attend ce qui adviendra après le 8 novembre, s'il y a 8 novembre. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez rappelé les propos du président, des propos qui ont beaucoup tourné, le président qui actait la mort du Front commun sur ce plateau. Mais lorsqu'on voit que le PPACI annonce sa marche pacifique, ce n'est pas le Front commun, rassurez-moi, c'est bien le PPACI qui annonce sa marche. Oui. Est-ce qu'on ne donne pas un peu raison au président, finalement? Absolument pas. Est-ce qu'en dehors du Front commun, le PDCI fait des activités? Est-ce que le PDCI, avant le Front commun ou pendant le Front commun, a eu une marche mise en place par le PDCI? Est-ce qu'il y a eu, c'est-à-dire après la création du Front commun, est-ce que le PDCI a eu organisé des manifestations propres au PDCI et peut-être invitant d'autres partis politiques? Oui ou non? Oui. Il va vous répondre. Non, je n'étais pas en train de... Bon, ok. Oui. Est-ce que je finis là. Est-ce que l'événement du 16 à Place Figayo était un événement du Front commun? Non. C'était un événement à l'initiative du PPACI où le président Laurent Gbagbo avait même invité les partis membres du Front commun. Il faut faire attention. Je pense qu'il y a beaucoup de croque-morts. Il y a beaucoup de croque-morts qui prophétisent sur la mort certaine du Front commun. Mais vous savez, je suis quelqu'un de pragmatique, très cher Carlyle. J'attends les éléments annonçant le décès effectif du Front commun. Merci. Bon, moi, je vais rassurer encore une fois à tout blanc. C'est vrai, hein, la parole est aisée. Mais aujourd'hui, les faits dont il parle là, aujourd'hui, cette marche du 8 novembre annoncée par le PPACI, c'est le PPACI qui annonce sa marche. Nulle part, comme tu fouilles là, nous tous on a fouillé, je n'ai vu nulle part le PDCI annoncer cette marche également ou annoncer, je dis... On laisse terminer après... Je n'ai vu nulle part le PDCI annoncer cette marche ou annoncer y participer. Mais attendez, doucement. Est-ce que je vous ai dit sur le plateau que le PDCI a annoncé une marche le 8 novembre? Non, je ne l'ai pas dit. C'est à toi, ils sont en train de répondre. Moi, je suis en train d'expliquer les choses à notre Ok, allez-y. Sinon, il ne te répond pas. Allez-y. Deuxièmement, c'est des addictifs qu'il a. Annoncer la mort d'une coalition ou d'une alliance politique est issu d'une analyse et d'une réflexion que j'ai faite. Aujourd'hui, là, où le PPACI a annoncé sa marche, ça veut dire eux, leur marche là, ils n'ont pas besoin du PDCI. Maintenant, mais arrête de grimacer, C'est fatigant. Je te jure, c'est fatigant. C'est fatigant. Quand tu grimaces comme ça, c'est fatigant. C'est saoulant, man. Vas-y, continue. Mais vers la fin, tu n'as pas le monopole de la pensée. Président, terminez votre réflexion parce qu'il y a Jean-Yves et Norbert. Tu n'as pas le monopole de la pensée. Nous avons pris acte, président. Non, allez-y. Parce que c'est saoulant de voir chaque fois que je parle, Norbert en train de grimacer. Tu penses que sur ce plateau aussi, tu es le seul intelligent, mais le seul capable de penser, de réfléchir? Pourquoi tu veux m'insulter? Il n'y a pas eu d'injure. Tu peux ne pas, oui, c'est une injure de dire à quelqu'un, lorsqu'il fait une réflexion, de dire à cette personne-là que sa réflexion n'est pas la bonne. Ce n'est pas ta réflexion qui est la bonne. Voilà. Bon, donc, je finirai pour dire que tout simplement, j'ai annoncé la mort du Front commun. C'était sur Télé Sud. Sur Télé Sud ici, et je confirme encore, le Front commun, là, c'est fini. Voilà. Allez. Président des journalistes ivoiriens en France, directeur général d'Ivocep. Non mais... Oui, c'est vrai, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais Jean-Paul Aureau, ce que je viens de dire est indécent. C'est indécent. De dire que le Front commun c'est mort, c'est indécent? C'est indécent. C'est quelle image on donne aux Ivoiriens? Enfin, là, il est là, il a flairé l'odeur du cadavre du Front commun, et là, il lâche pas l'affaire, hein, et ça l'intéresse. Où est l'indécence d'annoncer la mort d'une coalition politique? Elle est à la Maca.
Il y en a 700 Oh qui non, sont enfermés. oh non. Elle est à Nayo. Oh non. Là, voilà la naissance. Où est le rapport? Le rapport, c'est que je vois un confrère qui C'est s'excite. misérable. Est-ce que moi je t'ai vois un dit que... confrère qui Mais c'est s'excite. misérable ce que tu Je dis. vois C'est un- minable. Est-ce que moi j'ai craché vois sur ce un qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Je vois- Je suis le seul qui pleure ici, qui dit non. Ce C'est qui s'est une passé en Côte honte. d'Ivoire doit s'arrêter. C'est toi qui es misérable. C'est toi qui es minable. Non, Norbert. président, c'est bon. Non, Je je vois- le dis et je l'attaque Oui, mais- directement. Je vois. Non, mais il peut m'attaquer, il n'y a Non. aucun problème. Moi, il n'y a aucun problème. Il a le droit de le Tu vas faire. arrêter ça. Je te parle de la mort d'une coalition politique. Et moi, Tu me dis à Nayo. Et moi, Est-ce que j'ai parlé de ça? Et moi, je te dis que la prétendue mort d'une coalition politique en Côte d'Ivoire pourrait, dans d'autres circonstances, être un sujet, mais que dans les circonstances dramatiques actuelles dans lesquelles est plongée la Côte d'Ivoire, c'est un non-sujet. Donc, annoncer la mort d'une coalition politique parce qu'il y a eu des morts aujourd'hui par une période électorale. C'est une honte. Moi, je serai le patron du journal qui t'emploie. Je me dirais, il faut que je lui passe un petit coup de fil pour qu'il se calme. C'est ça que je ferai. Parce que c'est n'importe quoi. En tout cas, tu mérites ton salaire. C'est de qui? Tu mérites, il sait de quoi je parle. Vous avez des infos pour nous? Oh non, c'est pas ici, je vais dire ça. J'arrive. Voilà. Pour détendre un peu tout ça. Non, mais c'est honteux, c'est honteux. Ok, parlons de la marche du 8, parce que là, en fait, vu que c'est le Front Combat, vu que c'est le PPACI qui a annoncé la marche, on pourrait se permettre, comme le président l'a dit, d'admettre la mort du Front commun. Mais moi, je dis non, parce qu'à la suite de ça, dans le même communiqué du Front commun, suite à cette suspension, ou bien du moins à cette prétendue suspension-là, ils ont fini par dire que les militants du Front commun restent à l'écoute et que à l'avenir, il y a des mots d'ordre qui seront lancés. Donc, je vais dire que à travers ce dernier vocabulaire, à travers ce dernier groupe de mots-là, on pourrait dire que c'est non, le Front commun n'est pas mort, il est encore vivant, mais juste que le fait d'organiser une marche, le PPAC lance une organisation de marche, ça peut être une stratégie. La stratégie, c'est laquelle? On sait tous que c'est le jour de l'investiture du président. Cette marche-là, elle ne sera jamais autorisée. Et donc, quelque part, là, c'est une façon aussi, stratégiquement, le PPACI s'engage dans un truc, et puis il y a le PDCI derrière. Si jamais la marche est autorisée, ils vont inviter tous les autres partis à se joindre à cette marche-là. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas de feu à la demeure. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse de ça comment on appelle ça? Une mort, comme on le dit, comme le DG divorcé, comme je l'ai dit, voulait nous l'annoncer. Mais non, il n'y a pas de mort. Ce sont les médecins qui annoncent la mort. Ce n'est pas le DG divorcé qui annonce la mort. Voilà, c'est les médecins qui annoncent la mort. Non, président, nous, on ne réfléchit pas. Quoi. Moi, il a dit. C'est indécent, c'est indécent, président. Non, c'est indécent. Non, mais je peux comprendre que ce soit indécent. Annoncer la mort politique d'un parti politique, on trouve ça obscène. Non, c'est nécrologique, c'est nécrologique. D'une alliance politique ou d'une coalition politique. Mais juste que l'analyse qui est préélectorale et électorale, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Et quand un journaliste sur un plateau télé annonce la mort d'une coalition politique, on trouve que ce journaliste est immoral. Mais tu es immoral, les gens sont morts, tu es immoral. Mais est-ce que... Mon pauvre. une chose, c'est que le Front commun n'est pas mort. Je ne comprends même pas que tu endosses ce costume. Oh, j'ai envie de rire. Ah bah oui, il ne faudrait pas que le président prenne ses vœux. Ah mais tu es libre, hein. Ça ne me fait vraiment pas rire. Moi, je parlerai, et pour moi, là, je suis convaincu encore une fois que le Front commun, c'est mort. Oui, c'est bien. Ce sont vos vœux, président. Les Ivoiriens m'ont compris, cela ne veut pas dire que je crache sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire durant la période préélectorale et électorale. Président, ce sont vos vœux, ce ne sont pas les faits. Donc, dans les faits... Mais les faits sont là. Aujourd'hui, le PPACI marche. Justement, c'est parce que le PPACI marche, parce que dans cette marche, il pourrait inviter les autres partis. Voilà, d'accord. Donc, on est là, on va voir. Bien, en attendant le 8 novembre, je vous dis merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir débattu sur ce sujet, comme d'habitude. Merci. Quelque chose à dire? Non. Salutations aux abonnés. Voilà, il faut saluer les abonnés. Salutations aux abonnés. Les abonnés, on vous aime. On voit vos commentaires, franchement. Vous êtes top et merci pour tout ce que vous faites. Pour ceux qui apprécient le président Jean-Paul Aureau, pour ceux qui apprécient Norbert Jean-Yves
et qui n'apprécie pas Nsa Tounglan. C'est ça le but de l'émission. Et puis aussi, chapeau à Carlyle et toute la production, ceux qui sont derrière. Une modestie aux odeurs. Nécrologique. Nécrologique. Divocep. Il faut saluer Romaric Desantis. Ça, c'est. Oui, Romaric Desantis qui a dit une phrase assez drôle. Là. C'est quoi, il a dit quoi là, lors de la dernière émission? Il dit la bonne à Khalil, est-ce que je crois la Teke C'est indispensable tel que la Teke, quoi. On le salue. On salue Esther Guéasson, Jean-Marie Diabia. C'est difficile, hein? Ah, même salut, monsieur Kenou Biamas, comme on dit en Côte d'Ivoire. Les partisans des présidents euros, là. Aziz. Moi, je ne lis pas les commentaires. Mais nous, on lit, c'est important pour voir. Ouais, pour saluer. Joël Yao. Bon, en tout cas, merci à tous. Ouais. Merci beaucoup. Merci de faire vivre la bande à Khalil. Bon, petit mot de rectification. Pardonnez, on débat dans les idées ici. Si vous voyez nos chroniqueurs dehors, évitez de leur faire du mal. Bonne soirée.